Empire africain universel. Une déduction, des conclusions de mon ouvrage que voici, Origine des langues africaines. En ce qui concerne donc mon travail principal, je suis ingénieur microélectronicien à Toulouse, mais je travaille aussi depuis quelques mois, 1 an, à l'Institut de linguistique appliquée de l'Université Houphouët-Boigny, sur des thématiques liées à la Renaissance africaine. J'ai voulu mettre cette petite phrase pour rappeler quelque chose qui paraît évident à beaucoup de gens, mais qui peut aussi poser des problèmes à certains. Parce que l'Africain, d'une certaine manière, parfois, se conçoit en dehors de l'humanité. Soit dans un sens, soit dans un autre. Dans le sens négatif, où il se sent inférieur, extrêmement inférieur au reste de l'humanité, il se pose des questions, pourquoi moi, pourquoi est-ce que ça arrive qu'aux Africains, etc., etc. Et dans l'autre sens, c'est une hyperestimation de soi, un exceptionnalisme qui peut frôler à la schizophrénie. Alors, le plan et vous comprendrez tout à l'heure au cours de la conversation pourquoi j'ai mis cette phrase-là. Voici donc le menu de ce qu'on va faire. Je vais d'abord commencer par la méthodologie qui me permet d'arriver à la notion d'empire africain universel. C'est simplement la méthode comparative, hein, vous le verrez rapidement. Ensuite, la présentation de cet empire, les causes de son émergence, évidemment ce qu'il a apporté à l'humanité, et en avant-dernière position, les causes de son déclin, parce qu'il y a eu effondrement, et sa renaissance qui est en cours. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, la méthodologie est basée donc sur mon livre « Origine des langues africaines » qui est utilisé et étudié dans un grand nombre d'universités à travers le monde, essentiellement occidentales. Mais je suis fier quand même de voir que de plus en plus d'universités africaines, d'Afrique noire, commencent à l'utiliser. Donc, l'université de Yaoundé, par exemple, le premier c'était l'université de Niamey, puis en Côte d'Ivoire, etc. Le livre est très utilisé dans les universités algériennes, par exemple, pour la partie origine du sémitique que j'ai également traité dans l'ouvrage. Donc, voilà comment il se présente. Donc voilà, la méthode qui est utilisée pour aboutir à ces conclusions, ce qu'on appelle en linguistique la méthode comparative. Donc très rapidement, voici ce qui permet de faire. Hein. Il s'agit de comparer rigoureusement des langues quelconques présumées apparentées et ensuite dégager des lois qui doivent prouver cette parenté, et après reconstruire l'ancêtre des langues comparées. Donc j'ai ici l'exemple, par exemple, du français et de l'anglais, hein, comment on peut très rapidement comparer et déduire des lois phonétiques. Vous avez vu? Et ce sont ces lois phonétiques qui établissent la parenté génétique. Une fois que vous avez les élèves établis, vous pouvez être sûr que les langues sont emparentées. Mais c'est un travail préalable à faire. Et là, je l'ai fait entre l'Égyptien ancien et le Sango. Dans le livre, j'ai utilisé un grand nombre de langues africaines très diverses,
les filles anciennes, le Sango, le Zandé, le Haoussa, etc. Et j'ai pu prouver, sans l'ombre d'un doute, que ces langues sont génétiquement apparentées. On va passer à l'Empire africain universel proprement dit. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, lorsque vous comparez des langues sur le plan linguistique, en appliquant la méthode comparative, soit vous prouvez la parenté, soit vous ne la prouvez pas. Mais dans le cas où vous arrivez à prouver la parenté, automatiquement, vous reconstruisez l'ancêtre prédialectal, c'est-à-dire la langue mère, celle qui a donné naissance aux différentes langues comparées. Et vous pouvez le prouver par des lois phonétiques et des lois d'évolution, depuis la proto-langue vers les différentes langues. Et la particularité des langues africaines, c'est qu'une fois que vous avez établi reconstruit l'ancêtre prédialectal, vous pouvez naviguer même dans le passé de cet ancêtre prédialectal, aller plus loin, aller vers son ancêtre à lui, et de proche en proche, aller jusqu'à la limite même, quoi, c'est-à-dire à l'émergence même du langage humain. Ce qu'on ne peut pas faire avec les autres familles de langues. Par exemple, les langues sémitiques ont un même ancêtre, le proto-sémitique. Mais une fois que vous avez reconstruit le proto-sémitique, vous ne pouvez rien faire avec. Vous ne pouvez pas aller au-delà. Il n'y a rien qui puisse vous permettre d'aller décortiquer son passé. Idem pour l'indo-européen, c'est pareil. Vous ne pouvez pas, une fois que vous avez reconstruit le proto-indo-européen, rien ne vous permet d'aller plus loin. Pourtant, il y a une armée de linguistes qui sont attelés à la tâche, ils n'ont pas réussi. Par contre, rien qu'avec 6 langues, je suis arrivé à remonter, à faire ce chemin et arriver jusqu'à l'ancêtre, à l'origine ultime du langage. Et justement, c'est ça qui fonde déjà la notion d'empire africain universel. Parce que qui dit origine commune, dit donc ancêtre commun des langues, ça voudrait dire qu'à un moment dans le passé, il y a eu une communauté linguistique qui parlait la même langue. Mais une communauté linguistique est forcément liée à une communauté culturelle. Donc, quelque part, dans le passé, en Afrique, il y a eu un ensemble de personnes qui vivaient ensemble, qui parlaient ensemble, qui communiquaient et qui vivaient une vie de nation, quoi. Et c'est ça qui est rendu par ce travail. Ici, on peut voir un peu l'origine de cette langue, hein, sur le plan géographique. C'est approximatif, bien sûr, mais on peut la situer quelque part ici. Et il y a ce qu'on appelle en linguistique une isoglosse, c'est-à-dire une ligne de séparation géographique entre deux traits linguistiques qui séparera ensuite les langues africaines en deux branches. C'est un peu comme pour le domaine français. Vous avez une ligne de séparation qui est la Loire, et les langues qui sont au-dessus de la Loire, on les appelle des langues oïl, et les langues qui sont au sud, on les appelle les langues d'ocre. C'est la même chose ici, sauf que les langues qui sont au sud de cet isogloque sont beaucoup plus conservatrices que celles qui sont au nord. OK? Et les langues bantoues en particulier sont de celles-là. Et on peut montrer, et j'ai montré, que les langues bantoues sont extrêmement proches de la langue originaire, de la langue ancêtre, de par leurs caractéristiques. Et toutes les langues que vous avez vues, que vous voyez en haut, en fait, ils se sont
juste déplacé, détaché de l'ancêtre prédialectal. On peut dire que cette communauté linguistique continue d'exister à travers les communautés des locuteurs bantous. Hein, on pourrait dire que c'est la continuité historique. Mais ceux qui s'en sont détachés ont commencé à voir leurs traits linguistiques s'affaiblir. On dit en linguistique évoluer, hein, c'est beaucoup plus évolué que les traits de celles qui sont en bas. Donc je prends deux exemples ici. Le T et le K. Hein, vous avez vu que le T, il s'est affaibli en R. Le K s'est affaibli en L. Bon, hein, ça s'explique linguistiquement. Alors que dans les langues en bas, c'est resté tel quel. Alors que l'ancêtre est censé avoir existé il y a des milliers d'années, quoi. Donc le bantou, quand vous entendez quelqu'un parler le Kinyarwanda ou le Lingala, c'est quasiment comme ce que parlaient les ancêtres à ce moment-là, quoi. Mais une autre conclusion étonnante de mon ouvrage, inattendue même, c'est que ces locuteurs dans leur lancée sont sortis d'Afrique, par différentes vagues. Et c'est eux qui sont allés, en fait, coloniser toute cette partie de l'Eurasie et donner naissance aux langues indo-européennes. C'est-à-dire que concrètement, les langues indo-européennes sont des langues d'origine africaine qui ont été apportées par des colonisateurs africains et imposées sur des populations qui vivaient là, les populations européennes. Et ces pauvres populations européennes colonisées ont dû perdre leur langue et adopter donc la langue de ces colonisateurs africains. Et la même chose s'est produite pour le sémitique. Donc ça, c'est uniquement les études linguistiques rigoureuses qui ont montré cela. La langue que parlaient, les langues que parlaient les Européens, on ne peut plus les recouvrer, mais les langues qu'ils parlent actuellement leur ont été apportées par des Africains, et c'est très précis, en 3 vagues, hein, que j'ai délimitées dans l'ouvrage. Et c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, parce que des milliers d'années après, le phénomène inverse s'est produit. Et vous avez vu des colonisateurs européens arriver par les côtes pour imposer, pour coloniser quasiment toute l'Afrique et imposer leur langue aux populations africaines, par le même processus. Hein. C'est pour ça que j'ai dit au début que l'Africain est un homme comme un autre. C'est-à-dire que ce que font les autres, il a dû le faire aussi à un moment donné. Donc, rien ne nous dit, par exemple, que quand ils sont arrivés en Asie mineure et dans toute cette partie de l'Europe, ils sont arrivés pacifiquement. Rien ne nous le dit. Je fais des recherches pour savoir exactement ce qui s'est passé, comment ils ont transmis leur langue à ces populations. Ça peut aussi être juste par prestige, parce qu'ils étaient extrêmement avancés sur le plan technologique, sur le plan spirituel, sur le plan mental, sur tous les plans. Ils étaient très en avance sur ces pauvres populations européennes. Donc, juste par ce fait, ça peut conduire à l'adoption de leur langue par les Européens. Mais ça peut aussi se faire par la violence, comme je suis en train de montrer pour le sémitique. Dans l'ouvrage que je suis en train d'écrire, j'analyse le vocabulaire du proto-sémitique en sa composante proto-bantou. La dernière vague
qui a formé le sémitique est une vague bantoue venue certainement de la région des Grands Lacs et donc qui est arrivée dans le lieu des Sémites. Ils ont apporté la composante bantoue dans le sémitique par la violence sur les populations qui étaient là. Parce que les termes sont des termes liés à des termes de commandement, de soumission. Donc, on peut conclure qu'ils sont quand même arrivés par une forme de violence. Alors, les causes de la naissance de cet empire sont simples à déceler. Hein? C'est d'abord l'invention de la parole. Hein? Comme je l'ai montré dans le... Je peux revenir là. Hein, vous avez vu, hein? Grâce aux langues africaines, on peut remonter jusqu'à un état où on voit apparaître, on voit naître le langage humain à partir de rien. C'est-à-dire que l'humanité, dans la plus grande partie de son histoire, ne parlait pas du tout. Okay? Le langage articulé n'existait pas. Et ça a dû être inventé quelque part en Afrique au sein d'une communauté donnée. Et vous imaginez bien que la communauté qui est dotée de la parole, ipso facto, a un avantage énorme, inestimable, par rapport au reste des humains. OK? Et ça, c'est le fondement même de l'Empire africain universel. Parce qu'à partir de là, toutes les grandes avancées, aussi bien technologiques, conceptuelles, etc., ne se feront qu'au sein de cette communauté qui ne cesse de s'agrandir, de se multiplier. Et ça lui donne un avantage énorme sur le reste de l'humanité. Le reste de l'humanité, d'ailleurs, qui était cantonné à une extrême minorité, puisque ceux qui sont sortis d'Afrique étaient une minorité. Okay? Donc l'essentiel des humains se trouvait en Afrique, l'essentiel du progrès scientifique, technologique et autres ne se faisait qu'en Afrique. Et vous imaginez bien que 1% de la population humaine qui sort d'Afrique pour aller se répandre dans le vaste monde, il lui faudra énormément de temps, des dizaines de milliers d'années, pour rattraper l'avance qu'aura prise les Africains sur le continent. Et d'autres causes beaucoup plus immédiates sont, par exemple, la capacité d'abstraction élevée des Africains, due à juste une petite coïncidence, parce que à un moment donné de l'évolution des langues africaines, vous verrez, le vocabulaire s'appauvrissait de plus en plus, en tout cas au niveau de ses formes, et générait beaucoup d'homonymes. Beaucoup d'homonymes que les Africains ont été obligés d'associer les uns aux autres pour créer de nouveaux concepts. Et donc ça a enrichi, si vous voulez, la pensée des Africains. Ça leur a permis de créer des concepts nouveaux et d'être, par exemple, responsable de la naissance de l'écriture, justement par ce système d'homonymie. On va le voir à la fin. Mais toujours est-il que l'essentiel des choses de la pensée, de ce qui est abstrait, a été fait par les Africains et non par la petite minorité qui est sortie d'Afrique. Parce qu'il a fallu nommer des choses que vous considérez comme basiques
mais qui ne l'étaient pas parce qu'ils n'étaient pas connus. Hein. Par exemple, le nombre 1, comment définir le nombre 1? Par un mot, puisque les mots n'existaient pas, il fallait les décrire. Le nombre 2, c'est quoi? Le père, rivière, eau, toutes ces notions qui vous paraissent évidentes, il fallait les nommer. Et les Africains ont fait tout cet effort pour les définir. Et les traces de tout ça existent dans les langues africaines. Toutes les langues africaines, quand vous les examinez sérieusement. Alors, le legs de l'Empire africain universel au monde, au reste de l'humanité, ben, elle est immense. C'est tout simplement la civilisation en tant que telle. Hein? En fait, c'est du moment où le langage est né et s'est développé en Afrique, eh bien, on a vu la civilisation naître. Un certain nombre de choses évoluer, apparaître. La royauté et tout ce qui va avec, l'organisation sociale, la religion, etc. Donc, je prends par exemple ici le rôle justement que joue l'homonymie dans l'apparition d'idées abstraites et la génération de concepts nouveaux. Regardez, par exemple, ici, dans les langues bantoues, vous avez un mot pour dire force, donc force, roi et tout ce qui va avec, et de notre côté, un autre mot qui veut dire léopard, qui se prononce pareil, ok? Et du simple fait de l'homonymie entre les deux, l'être humain, parce que c'est un être humain, il va faire forcément un lien entre les deux. Et il va être amené à utiliser le premier pour représenter le second. OK? Donc, c'est ce que le roi Zoulou fait ici. C'est typique des langues des populations bantoues, mais vous le retrouvez dans toute l'Afrique. Dans la vallée du Nil en Égypte, c'est exactement pareil. Ils le font. Et vous voyez bien que la langue bantoue justifie l'accoutrement du roi Zoulou sans sortir du domaine Zoulou, sans sortir du domaine bantou. Et idem pour l'Égypte ancienne, hein, il porte cet accoutrement, mais sa propre langue le justifie. Il n'a pas besoin d'aller vers les bantous pour pouvoir le justifier parce que l'homonymie existe dans sa propre langue et justifie son accoutrement. Et de proche en proche, vous voyez qu'il y a beaucoup d'idées chez nous qui apparaissent comme étant des nouveautés, alors qu'en réalité, c'est simplement dû à des phénomènes d'homonymie. Et comme l'être humain, il rapproche toujours des mots qui se ressemblent, eh bien, ça crée ces concepts-là. Par contre, quand vous arrivez tardivement chez les Européens, vous voyez le même accoutrement importé. Hein? Ici, textuellement, tout le rituel cérémoniel des rois de France, des rois européens et de l'empereur Napoléon en particulier, tout ça se justifie uniquement lorsque on se réfère à l'Afrique. Mais ça ne se justifie pas à l'intérieur du paradigme européen lui-même. Donc ici, vous voyez, par exemple, ça, c'est une stylisation de la peau de léopard que porte Napoléon. Okay? Mais il ne peut pas le justifier dans sa langue. Quand même sa langue dérive au niveau du vocabulaire des langues africaines, mais il ne peut pas le justifier.
Et par contre, comme je l'ai vu ici, ça se justifie au niveau de l'Égypte ancienne, au niveau des langues bantoues. Par exemple, la notion d'associer, par exemple, le trône, il est assis sur un trône. Hein, vous savez bien que le siège, le trône, c'est le symbole de la royauté. Okay? D'abord en Afrique et en Europe aussi. On l'appelle le trône. Pour ça, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que le trône est le symbole de la royauté? Ben, c'est juste parce que ça sonne pareil. Ok? Hein? L'Égyptien ancien le montre très bien ici. Hein? Le mot pour dire roi et le mot pour dire trône sont non pareils. On peut représenter le premier par le second. Hein? Parce que le second, il est plus visible, il est plus accessible que le premier. Et idem pour la canne. Hein? Vous avez vu hein, la canne. Tous les attributs de pouvoir que vous voyez ici, vous pouvez les justifier uniquement avec les langues africaines. Alors que ce sont des choses qui sont pratiquées par les Européens. Et ça vous donne une idée de l'ampleur de la domination des Africains pendant ces temps anciens sur le reste du monde. Et là, vous voyez le retour des choses. Ok? C'est une grande ironie parce que les voici qui, parce qu'ils ont été colonisés tardivement par les Européens, eh bien, ils reprennent ces formes napoléoniennes sans même les comprendre, hein, sans même savoir que ce sont des choses qui viennent de chez eux. Ok? Et donc, ils portent ces accoutrements. Hein? Mais là, vous voyez bien qu'en fait, c'est toujours la peau de léopard qu'ils portent là. Hein? Parce que ça donne l'idée de force, ça donne l'idée de pouvoir. Hein? Parce que les juges, tout ce qui est juge, tout ce qui est roi, ce sont des gens de pouvoir. Okay? Le savoir, c'est un pouvoir, c'est en quelque sorte des prêtres. Hein? C'est les magistrats, les docteurs, bon, voilà. Hein? Et donc là, par exemple, on est en RDC, et là, il se rapproche un peu plus de la réalité, parce que sa toge à lui, c'est quand même de léopard. Hein? Donc, il va un peu plus, il fait un peu plus un clin d'œil à l'original, quoi, que ceux qui sont ici. Alors, toujours dans le cadre de mes recherches, je me suis rendu compte que quand on étudie sans a priori les langues africaines et les appellations d'empereurs dans les différentes langues africaines, bon, d'abord, on se rend compte que, étymologiquement, en dernière analyse, ça revient toujours à roi des rois. Hein? C'est la meilleure définition de l'empereur. Et c'est ce terme qui désignait le premier empereur, hein, l'empereur de l'Empire africain universel. Et cet empereur, en quelque sorte, comme vous le voyez ici, puisque le terme désigne aussi Dieu dans les différentes langues, cet empereur, finalement, c'est lui qu'on appelle Dieu. Ok? Donc, le personnage mythique ou en tout cas l'entité abstraite qu'on appelle Dieu, en réalité, c'était quelqu'un. Ok? C'est cet empereur-là, c'est celui qui est à l'origine de l'Empire africain universel. Et dans les dénominations, les différentes dénominations se retrouvent ici dans les différentes langues africaines et extra-africaines. Et donc, c'est lui qu'on appelle Dieu, quoi. Et quand j'ai découvert ça, j'ai eu, bon, c'est pas scientifique, bien sûr, mais j'ai eu une image de comment il devait être. Et j'ai cherché cette image sur Internet.
Et l'image qui revient, qui ressemble à ce qui m'est passé par la tête, c'est ce prêtre Dogon là. Hein? Avec une canne, mais bon, il n'y avait pas de canne sur cette photo, mais c'est comme ça que j'imaginais. Donc Dieu, en quelque sorte, c'est le premier empereur de l'Empire africain universel. Et la religion monothéiste en tant que telle, c'est tout simplement l'adoration de cet ancêtre qui a disparu depuis longtemps, quoi. Hein? Ce que les autres peuples ne connaissaient pas. Ils ne connaissaient qu'une forme primitive de la religion, hein, que j'appelle la religion du souffle, que vous voyez ici, mais qui se retrouve aussi dans certaines langues, africaines. Hein? Hein? Comme quoi, c'est quand même toujours des couches évolutives. Okay? Les autres peuples sont beaucoup plus arriérés, ils en sont restés à une religion dite du souffle, alors que les Africains, eux, sont passés à une religion de type monothéiste, quoi. En fait, l'adoration de Dieu. Et tardivement, ça a été apporté de l'autre côté, avant de revenir actuellement vers les Africains, toujours par cette ironie dont l'histoire a le secret. Les autres apports, je passe rapidement dessus, hein, donc vous avez vu, il y a énormément de choses. Hein. On peut avoir des preuves de l'existence de cet empire, de sa grandeur, hein, par le fait, par exemple, que les Africains ont un très grand regret pour les temps passés. Ils se tournent toujours vers le passé, contrairement aux autres peuples. Hein. Et ça, c'est une indication que quelque chose de très grand a dû se produire à ce moment-là. Parce que même les Égyptiens, au summum de leur technologie, leur art, ils se tournaient toujours vers leurs ancêtres et pour eux, c'était les temps anciens qui étaient les meilleurs. Alors, malheureusement, chaque chose a une fin. Cette conférence, bien sûr, mais aussi l'Empire africain universel. Et donc, j'ai essayé ici d'expliquer son déclin et sa chute. Hein, parce qu'on n'en serait pas là s'il n'avait pas décliné. La première cause, c'est l'inversion démographique. C'est-à-dire que les populations en dehors de l'Afrique ont commencé à être plus nombreuses que les populations à l'intérieur de l'Afrique. À partir de ce moment-là, c'était déjà foutu. Hein? Et le pire, c'est que ce processus a dû se faire grâce à l'invention de l'agriculture et de l'élevage, qui est aussi le fait d'Africains. OK? Vous avez vu comment une invention africaine conduit in fine au déclassement de l'Afrique, quoi. On a aussi donc la désertification du Sahara qui est intervenue juste après. L'inertie culturelle, ça c'est aussi une grande cause, hein, je vais détailler, dire un mot dessus. Le refus de l'écrit, ça c'est important aussi, parce que les Africains, majoritairement, sont des gens de la parole. Hein. La parole étant sacrée, ils ne se basent pas sur l'écrit, et malheureusement, les autres peuples se sont rués dessus, puisque c'est quand même une invention africaine. Ils ont vu tous les avantages qu'ils pouvaient en tirer, et ça leur a permis d'aller très loin. Hein, vous avez vu, donc, la dernière cause étant donc l'émergence de ces empires, justement, qui ont profité de l'écriture inventée par les Africains pour déclasser les Africains. Alors, je dis un mot quand même sur l'inertie culturelle, puisque c'est quand même un catalogue de défauts que nous avons. Et on ne sait pas, des fois, on le met sous le tapis, on dit ah, on n'est pas comme ça, on est en train de nous insulter, ou c'est sous cela. Mais là, je le mets dans le contexte historique et je dis que l'inertie culturelle, due à cette très longue période d'abondance, okay, on vivait dans un environnement extrêmement riche, extrêmement organisé, hein, avec une civilisation extrêmement poussée. Tout était bien organisé
Et donc, les gens étaient heureux, ils avaient plus goût à la fête, ils font la fête tout le temps, et c'est resté. Quand bien ils deviennent pauvres, par inertie justement culturelle, ils continuent à le faire. Et la paresse aussi, hein, ça peut nous choquer, mais fondamentalement, quand on prête l'oreille, quand on est attentif, quand on regarde les différentes communautés, on se rend compte quand même que nous, on baisse les bras très rapidement sur un certain nombre de choses. Hein. Donc la paresse, c'est aussi le résultat de ça. Puisque les choses étaient en abondance, on n'a pas besoin de trop se donner. Tous les trucs étaient partagés par tout le monde correctement. Tout était bien géré. Donc individuellement, les gens, ils n'avaient pas besoin de faire d'efforts. Et donc, ça devient ancré. L'absence de rigueur aussi. Hein? Ça, c'est typiquement africain. On ne fait pas les choses avec rigueur. Pourquoi on ne fait pas avec rigueur? Parce que individuellement, on n'a pas besoin. Tout était fait collectivement. Si quelqu'un peut se tromper, il peut être rattrapé par d'autres, etc. Et donc, on n'avait pas besoin. Bon. Seulement, quand le monde a changé, ce n'est plus adéquat ce genre de comportement pour affronter le monde. Parce qu'il faut être vraiment rigoureux. Donc, l'absence de rigueur, justement, c'est le propre du civilisé. Tout ce que je raconte là, c'est les maladies du civilisé. C'est parce que les Africains étaient trop civilisés qu'ils ont acquis tous ces défauts-là. L'hospitalité aussi, hein, c'est l'abondance qui fait ça. Vous nous prêtez, vous nous donnez facilement que parce que vous en avez. Hein. Je vous garantis que si vous avez très peu, vous ne pouvez pas acquérir l'habitude de donner aux gens. C'est parce qu'il y avait beaucoup de choses pour tout le monde qu'on pouvait prêter, on pouvait donner sans conséquence. Et ensuite, après, ça devient ancré et ça crée une sorte d'ossification. On ne prend pas de risque non plus. Ça, c'est aussi africain. Hein? On n'aime pas prendre de risques. Il y a une bonne raison à ça, mais parce que quand on est adulte, effectivement, il faut être prudent, etc. Mais c'est le goût du risque qui permet de faire de grandes choses, qui permet d'affronter le danger. Si on ne prend pas de risques, on peut être avalé très facilement. Et c'est ce qui nous est arrivé. Le culte de la vie après la mort, évidemment. Hein, la vie étant trop bonne, on n'imagine pas que ça puisse prendre fin. Tu vois? Donc, on se crée une vie après la mort. Donc, c'est comme ça que le culte de la mort est très puissant chez les Africains et a pris naissance d'ailleurs. Hein? C'est la cause matérielle, si vous voulez, de ça. Parce que même jusqu'à maintenant, j'ai vu au Nigeria, on enterre des gens dans leur voiture ou dans leur 4x4. Oui, hein, les pharaons le faisaient, mais on continue encore de le faire. Les sociétés de caste, tous ces trucs comme la société initiatique, c'est toujours la conséquence de ça. Bon, ensuite, après, au moment où nous avons été complètement déclassés par les autres, sur le plan psychologique, on a de nouveaux défauts qui apparaissent. L'avantardise, hein, c'est une forme de compensation en quelque sorte. Hein? On a été très grand, maintenant on n'est plus rien, mais pour pouvoir exister, il faut se créer des moments où il faut se faire croire à soi-même qu'on est grand. Okay? Et donc, on est très porté sur l'avantardisme pour cette raison-là. Le désir de plaire, justement, dans les yeux de l'autre, on voudrait qu'on nous dise « Ah oui, tu es beau, tu es bon, ah oui, tu es... Hein? » Et donc, on cherche à plaire, on cherche à ce que l'autre nous dise « Ah, hein, tu es bien, tu es bien. » Hein? C'est toujours parce qu'on a été très grand. C'est toujours ce souvenir-là qui fait ça. Bon, le refus du nouveau monde, évidemment, comme le monde nous est défavorable, on se replie sur soi-même. Okay? Et donc, on ne veut plus entendre parler du reste du monde. Et c'est dangereux parce que c'est ça qui a accéléré notre déclassement. Bon, l'écologie, la décroissance, tout ça aussi, c'est des conséquences de ça. On est très écologique. Hein? L'écologie, c'est quoi? C'est ne plus faire de grandes choses. Hein?
ne plus dominer la nature. C'est une bonne chose hein, de dire il faut vivre avec ce qu'on a, etc. Mais quelque part, c'est toujours l'expression de ce déclassement, quoi. Et cette incapacité à ne plus faire de grandes choses. Bon, le déclin du savoir scientifique, bien sûr, et puis la soumission, la passivité, effectivement. Parce que tout ça, c'est hérité de cette époque ancienne où, effectivement, il fallait obéir aux dieux, enfin, quand je dis aux dieux, donc à l'empereur et aux autres. Donc, on est habitué à ça et ça nous joue des tours aussi, hein, parce que une des causes, pour être sincère, de l'esclavage des Noirs, c'est aussi cette tendance à la soumission qui fait qu'on te capture et puis bon, tu restes avec ta condition, quoi. Parce que, quelque part, tu imagines le monde meilleur plus tard. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que c'est le propre de toute civilisation qui s'écroule. Il n'y a pas qu'aux Africains que c'est arrivé. Ça arrive à toute civilisation qui s'écroule. Au moment où il s'écroule, ça fait toujours ce même truc-là. C'est la raison pour laquelle j'ai mis au départ que l'Africain est un homme comme un autre. Vous avez vu hein? Parce que la civilisation occidentale est en train de s'effondrer. Peut-être que vous ne le voyez pas, mais moi je le vois. Et vous voyez les mêmes phénomènes en train d'apparaître. OK? Moi, ça fait 32 ans que je suis en France. Je vois les changements. Hein? Ça a commencé bien avant, bien sûr, mais je vois que ça s'accélère. Et à chacun des trucs là-bas, vous avez l'exact correspondant chez les Européens actuellement. Parce que, sous leur forme occidentale, ils sont en plein effondrement. Vous voyez la même chose, hein? L'écologie se développe très vite. Le savoir scientifique, contrairement à ce que vous pouvez penser, est en train de se perdre. Hein? On parle de terre plate, des extraterrestres pour expliquer des phénomènes qui sont pourtant des phénomènes naturels. La soumission, la passivité, bien sûr. Hein? Les Européens sont de plus en plus passifs, soumis, comparés aux autres peuples, hein, aux autres populations qui sont en France, par exemple, hein, qui sont très agressifs, qui vont de l'avant. Et vous avez tout cet ensemble-là. Hein, vous pouvez réfléchir dessus et voir que c'est pareil. C'est exactement pareil. Alors, maintenant, allons à la Renaissance, qui est donc la fin. Renaissance, il y a en ce moment, parce que on voit que maintenant, on nous fait de l'espace. Le dernier empire thalassocratique, c'est-à-dire l'Occident, justement, est en train de s'effondrer. Or, c'est justement l'Occident qui a donné le coup de grâce, le dernier coup de grâce à l'Afrique, okay, qui a soumis les Africains au cours de ces derniers siècles. Mais quand maintenant il est en train de s'effondrer, ça donne de l'espace aux Africains automatiquement pour pouvoir émerger. Et vous voyez aussi l'inversion démographique qui est en train de se faire au profit de l'Afrique. Okay? Dans les prochaines décennies, les Africains vont être très nombreux et ils constitueront la majorité de l'humanité, quoi, en quelque part. Et donc, on va redevenir, par la force des choses, ce qu'on était avant. Hein? Et c'est ce que j'appelle donc la normalisation, parce que l'Afrique n'aurait jamais dû quitter cet état-là. Okay? Tout ce qui s'est passé entre ces deux moments, en réalité, n'est qu'un accident. Hein? Mais la place normale de l'Afrique, c'est d'être en haut. Et c'est ce que vous voyez en train de réapparaître. Donc, vous voyez trois photos qui sont illustratives de ça. Vous avez des gens qui fuient, soi-disant, traverser la Méditerranée pour aller en Europe. On pleure sur leur cas, alors qu'en réalité, c'est typique du réveil de l'Afrique. Ce sont des gens qui sont réveillés maintenant et qui ont le goût du risque. Vous avez vu que la principale caractéristique des Africains, c'est de ne pas prendre de risques. Maintenant, ils en prennent. Okay? Et ce sont des conquérants, ils vont conquérir l'Europe. Ils sont en train de conquérir l'Europe. Et on ne peut pas les arrêter parce que de l'autre côté,
il y a un appel d'air, il y a un vide. Donc ça va continuer. OK? Et puis, il y a le retour au réel. Ça, ce sont des choses qu'on détecte comme ça et qu'on met donc en exergue. Vous avez vu, il y a de plus en plus de peintres africains qui sont versés dans le réalisme. Hein. Quand ils font des dessins, ils font on dirait des photos, quoi. Vous avez vu? Hein? Et ça prouve que les Africains retournent au réel. Okay? Ils ne sont plus dans les nuages, dans l'idéal. Hein? Parce qu'avant, ils étaient très abstraits, très détachés des choses du monde. Maintenant, ils ont repris contact avec le monde, ils sont guéris et ils travaillent donc à la renaissance. Les gens ne le voient pas, mais c'est par ces petites choses qu'on voit que les Africains sont réveillés. Et là, en dernier, je mets donc l'évolution de l'Afrique, hein, de l'Empire africain universel, de sa naissance jusqu'à son effondrement et sa renaissance actuelle. Vous avez vu que dans l'essentiel du temps, c'est l'Afrique qui domine. Okay? L'essentiel de l'histoire de l'humanité, c'est l'Afrique. Okay? Ici, là, c'est rien du tout. Hein? J'ai étiré l'échelle ici pour qu'on puisse voir ces feux de paille. Mais ce ne sont que des feux de paille. Vous avez vu, comparé à l'histoire de l'Afrique, hein? D'au moins 50 000 ans que les Africains ont commencé à dominer le monde. Ils ont tout inventé. Le néolithique, c'est eux. Ça a accéléré les choses. À partir de la désertification du Sahara, ça a commencé à tourner mal, mais ils continuent d'avancer. Et puis, au moment où ils ont inventé l'écriture, ça a été leur malheur. Hein? Parce qu'à partir de ce moment-là, ils ont commencé à décliner puisque les autres ont commencé à prendre le dessus. Et finalement, vous avez vu les autres qui apparaissent et qui disparaissent très rapidement. Et ici, vous avez l'évolution de la Chine. La Chine s'est réveillée avant. L'Occident est en train de chuter. Hein, et il chute très rapidement d'ailleurs. Hein, et les Africains, de leur endormissement, ils sont en train de se réveiller juste. Et rien qu'en lisant cette carte, vous vous rendez compte. Parce que mon livre, il est étudié dans les instituts de sciences politiques. Hein. Hein, à Sciences Po, ils étudient ce livre-là parce qu'ils peuvent tirer les mêmes conclusions et ils tirent les mêmes conclusions et peut-être d'autres que moi sur ce qui s'est passé. Et on voit bien que l'Occident, c'est juste un accident. Okay? L'Occident, c'est un feu de paille. C'est juste quelques siècles. Okay? Et comme je l'ai dit par ailleurs, il y a deux types d'empires. Il y a les empires thalassocratiques et les empires continentaux. Tous les empires thalassocratiques, vous les voyez, comme Rome, comme le califat islamique, etc., ils naissent et quand ils disparaissent, ils s'effondrent pour de bon. Ils disparaissent de la carte du monde, on n'en parle plus. Okay? Alors que les empires continentaux, ils ont des cycles. Okay? Ils peuvent monter, ils s'effondrer et après, ils renaissent. C'est ce que fait la Chine. Et l'Empire africain universel aussi est un empire continental. Et quel continent, hein? C'est le continent africain. Et donc son cycle est plus long, peut-être au moins 10 fois plus long que le cycle de la Chine, mais il est quand même en train de se réveiller. Okay? Et à partir d'un moment, normalement, si les choses restent en l'état, il n'y aura quasiment plus que des Africains sur la Terre. Okay? Si la dynamique est respectée, et je ne vois pas pourquoi elle ne serait pas respectée. Okay? Le prochain, vous voyez aussi que le prochain adversaire géopolitique de l'Afrique, ce sera la Chine. Hein? Ce sera la Chine. L'Occident, il faut en parler au passé. Hein? Je vois beaucoup de gens dire « Ah oui, l'Occident nous fait ça. » Non, l'Occident, c'est terminé. L'Occident, ce n'est pas l'Europe. Il ne faut pas confondre l'Occident et l'Europe. Hein? L'Europe a existé avant. L'Occident, c'est juste il y a 500 ans. OK? Et comme c'est un empire thalassocratique, c'est-à-dire oppressif, sur un noyau,
et ils vont exploiter le reste du monde pour rapatrier les richesses dans ce noyau-là. Ça ne dure pas longtemps, ça dure que quelques siècles. Et quand ils s'effondrent pour de bon. Donc, c'est un peu la dernière touche à ce que je voulais dire. Donc, si on veut accélérer la Renaissance, mais on peut même ne rien faire, c'est une dynamique. Ça se produira de toute façon. Okay? Mais si on veut l'accélérer, si on veut voir certains aspects de notre vivant, voilà des choses qu'on peut faire. Okay? Hein? Donc, j'ai décrit ça ici, etc. Mais c'est anecdotique. Hein? En termes de dynamique historique, sur l'histoire longue, sur une très longue période, il n'y a rien à faire. C'est écrit. Et c'est comme ça que c'est perçu aussi par les géopoliticiens et autres qui étudient ces différents aspects-là. Donc voilà. Et donc la conclusion de tout ça, ça rejoint ce que j'avais dit au tout début, hein, c'est que tout homme est un Africain. OK? C'est-à-dire que les choses que nous pouvons reprocher aux Africains, on les retrouve chez les autres peuples aussi. Les choses qu'on peut adorer chez les Africains, on va les trouver aussi chez les autres. La seule différence, c'est la longévité. Hein? C'est que l'Africain, c'est l'aîné, quoi. Hein? Il a une très longue histoire civilisationnelle. Hein? C'est des dizaines de milliers d'années, hein? Comparé à quelques milliers d'années pour certains, quelques siècles pour d'autres. C'est énorme, quoi. C'est énorme. Et c'est ça qui singularise l'Africain par rapport aux autres. Sachant que les autres, sur le plan génétique, ne sont qu'une fraction des Africains. Vous savez, en termes de diversité génétique, par exemple, le reste du monde, tout le reste du monde, hein, c'est quand même des milliards et des milliards de personnes. En termes de diversité génétique, c'est rien du tout comparé à la diversité génétique qu'on trouve en Afrique. Hein? Des indices ont l'habitude de dire qu'il y a plus de différence entre deux individus pris au hasard dans un petit village africain qu'entre n'importe quel individu pris au hasard dans le reste du monde. Entre un Papou et un Français, il y a beaucoup moins de différence qu'entre deux individus dans un petit village africain. Ça vous donne une idée de l'extrême diversité de l'Afrique et du fait que, comme j'ai l'habitude de dire, s'il devait en rester qu'un sur la terre, ce serait l'Africain. Pour cette même raison, parce que sa source écologique, c'est l'Afrique. Vous avez vu, hein, les Africains, ils font des expériences, ils sortent d'Afrique, mais à chaque fois, c'est des cul-de-sac. À chaque fois, ils disparaissent. Hein? Il y a eu une première sortie de l'Homo sapiens déjà. Il est allé jusqu'en Chine. Mais ça n'avait rien donné. Hein? C'était il y a plus de 100 000 ans. Il y a eu une deuxième sortie d'Afrique. De l'Homo sapiens, hein, je ne parle pas du genre Homo d'une manière générale, mais de l'Homo sapiens. Et une deuxième vague dans la région d'Israël qui a fait long feu aussi. Et là, nous sommes dans la troisième vague qui est sortie il y a 50 000 ans à la faveur de l'invention de la parole. Et je pense que ça fera long feu aussi. Et donc, l'humain, dans les temps à venir, sera essentiellement en Afrique. Voilà. Je vous remercie pour votre attention.